Les malades de l'isolement par le biais des loisirs appropriés, mais aussi par l'ouverture sur Internet. Grâce à ça, on peut vivre. Former ou informer les auxiliaires et les aidants. Il y a beaucoup à faire et on peut le faire tous ensemble, main dans la main. On y arrivera. Si vous avez des questions, je finirai après par les remerciements. N'hésitez pas. Oui, on est tous sous l'émotion, mais... Ok. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Je tiens à remercier Sandrine et toute son équipe d'avoir projeté ce film. Merci en tout cas pour ce passage. Je tiens à remercier ma petite sœur Sandrine pour ta force d'avoir eu le courage de nous faire la démonstration de ce film que je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir parce que je ne me sentais pas d'aller le voir il y a 2 mois de ça en arrière. En tout cas, je te remercie pour ce que tu as fait et de nous avoir vu cette histoire du temps, magnifique film. Merci à toi et ton courage. Merci beaucoup. Des questions sur la maladie. Moi, par exemple, j'ai appris ce soir que ça faisait très longtemps qu'on connaissait cette maladie alors que je l'ignorais totalement. Ça a été vraiment une surprise de savoir que c'était depuis autant d'années. Et oui, peut-être, professeur, depuis quand ça... 1850. Par Charcot, donc, qui a donné le nom, on monte à 1875, quelque chose comme ça. Donc effectivement, la maladie est connue depuis longtemps. À vrai dire, c'est depuis les 20 dernières années quand même que beaucoup de choses se sont développées. Bon, maintenant, c'est peut-être pas le lieu pour exposer les théories, parce que malheureusement, ça reste encore des théories sur le fonctionnement de cette maladie. Moi, ce que je peux simplement vous assurer, c'est que il y a une cascade de plus en plus importante de travaux qui s'accumulent, de choses qui sont connues. Moi, je ne désespère pas que les nouvelles pistes vont nous permettre d'être un peu plus efficaces. C'est, je pense, le but de chaque soignant. Et vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, dans votre discours, vous dites qu'il y a peu de communication, que cette maladie est peu connue, effectivement. Et nous-mêmes, nous en sommes extrêmement conscients, c'est-à-dire que dans la phase d'annonce, même, qui est difficile à entendre, mais qui est difficile à dire aussi, on sent bien que la compréhension est extrêmement difficile. Et non seulement la compréhension est difficile, mais moi, ce que j'ai exprimé l'autre jour quand vous étiez là avec M. Allais, que je trouve que la grande difficulté, justement, c'est qu'il n'y a pas de statut de cette maladie. C'est comme ça que je l'exprime. Mais en disant que c'est vrai que si vous rentrez dans votre consultation médicale où on vous a fait cette annonce et que vous dites à votre entourage, on m'a dit que j'avais une SLA, ça n'a aucune signification pour personne, ça ne projette en rien, ça n'a pas de conséquences pratiques d'employer ce terme. Et je pense que c'est quand même très frustrant et très désorientant justement d'être dans cette inconnu complet. Donc je pense que vos actions sont très importantes pour ça et pour quand même faire connaître. On a toujours un peu peur de faire connaître parce que c'est pas facile de raconter ça, on ne veut pas projeter ça dans la figure aussi. Bon. Mais d'un autre côté, je dis, c'est une maladie qui est dévastative, comme on dit en anglais, mais c'est une maladie qui est très difficile à faire connaître, parce que peut-être qu'aussi c'est trop difficile. C'est surtout ça. D'autres questions?
ce qu'on appelle une maladie congénitale, c'est une maladie qui est présente à la naissance. Vous voulez dire maladie génétique, je pense. Une maladie, alors, oui et non, parce qu'effectivement, d'abord, il existe des formes familiales de cette maladie, donc qui sont transmises à l'intérieur d'une famille, mais c'est très peu de cas. C'est néanmoins une maladie vraisemblablement génétique, c'est-à-dire que les gènes sont quand même impliqués, puisque les théories actuellement, ce qui prévaut dans l'idée de ce qui fait dysfonctionner, on va dire, c'est des accumulations de protéines anormales qui sont liées à des mutations génétiques, donc qui détruisent la cellule nerveuse, etc. Ça détruit les cellules nerveuses. C'est une maladie qui effectivement détruit les cellules nerveuses, donc comme l'a très bien dit, d'ailleurs j'ai trouvé que la phrase du médecin qui s'exprimait disait en peu de mots tout à fait la réalité. Donc c'est une maladie qui touche ce qu'on appelle des neurones, donc les cellules nerveuses, et on possède différentes catégories de neurones, et donc qui est par exemple les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, de démence, ont une atteinte des neurones, des cellules nerveuses, mais c'est les cellules nerveuses qui ont une toute autre fonction, puisque c'est des fonctions de la pensée, de la communication, et qui n'ont pas de fonction motrice. Inversement, dans la sclérose latérale amyotrophique, les cellules nerveuses qui sont touchées sont des cellules qui ont une fonction motrice, donc qui commandent effectivement et qui vont mettre en œuvre tout ça. Chaque fois qu'on fait un mouvement, chaque fois qu'on fait un geste, il n'y a pas que la contraction du muscle, il y a toute sa synchronisation aussi, et ces cellules-là donc sont malades. Et le cerveau n'est pas atteint. Le cerveau pensé n'est pas atteint, voilà, le cerveau. Mais le cerveau est atteint, c'est une maladie neurologique. C'est l'intellectuel qui n'est pas, voilà. n'est pas touché. C'est la différence qu'on appelle les maladies cognitives. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est de la cognition, donc c'est justement des fonctions de mémoire, des fonctions par opposition aux fonctions motrices. En France, il y a combien de cas à peu près? 8000. 7 000. Le chiffre ne bouge pas trop parce que en fait 6-7 000, c'est 6-7 000 contemporains, mais comme on l'a dit, donc c'est qui a un pronostic vital assez court. Généralement, qui est considéré en moyenne, mais alors après, quand on raisonne sur des statistiques, c'est pas applicable à une personne donnée. Les statistiques, c'est des statistiques. Les statistiques, elles disent qu'effectivement, la moyenne de vie à partir du diagnostic est entre 3 et 5 ans. Après, moi, je suis encore une personne atteinte de SLA qui habite Antibes et que j'ai connue en 84. Donc, effectivement, voilà. Et puis, vous avez cité, je reviens sur le cas de la fille de Patrick Calais, ça a duré 18 mois. Voilà, donc là, c'est de la statistique de population. Ça n'a pas de signification. Alors, pour revenir sur la question de il y a combien de personnes contemporaines, en fait, c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on croit, parce qu'elle est même plus fréquente que la maladie de Parkinson, par exemple. Or, on a le sentiment qu'il y a plus de Parkinsoniens que de patients atteints de SLA. Et c'est que malheureusement, dans la SLA, il y a peu de contemporains. Ça se renouvelle. Y a-t-il des pays en avance sur la recherche où on est tous à règle égale? Les pays en avance sur la recherche, disons qu'il y a à la fois d'un côté des pays occidentaux, incluant l'Asie, je dirais, où effectivement les recherches, des institutions qui sont consacrées à la recherche scientifique ou à la recherche médicale, ce qu'on appelle la recherche transversale. Mais on ne peut pas dire que l'Europe est en retard sur l'Amérique, ou vice-versa. Après, et puis de toutes les façons, maintenant, il existe tellement d'interrelations, tellement de travail en commun, quoi. Je veux dire qu'en fait, au niveau européen, il y a ce qui s'appelle l'European
avec les autres. Donc, de toutes les façons, les informations passent très vite. Et après, on peut dire qu'il va y avoir ou un essai thérapeutique qui va se faire à tel endroit et qui ne se fait pas à d'autres. On me pose tout le temps la question de savoir pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas d'essai thérapeutique avec des cellules souches. Bon, qui est, quand on va sur Internet, ça paraît être le Graal de... Bon, pourquoi? Parce qu'il y en a ailleurs, je vais dire tout simplement. Parce que tout n'est pas concentré de la même façon. Alors, il y en a ailleurs avec plus ou moins de bonheur. Mais actuellement, ces essais sont au stade d'essai. C'est-à-dire que c'est plus l'expérimentateur qui apprend que le bénéfice qui peut être attendu pour le patient. Pour l'instant. C'est peut-être pas un manque de chance de ne pas avoir ce type de technique actuellement en France. Si vraiment elles évoluaient, je pense qu'elles le seraient très rapidement. Et puis, si vraiment elles étaient efficaces et applicables, je vous garantis qu'on le sort. Il faut plus de Ice Bucket Challenge. On n'a pas un examen ou quelque chose qui puisse déceler. Alors, c'est aussi quelque chose qui est très difficile dans cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de marqueur. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire quand Le marqueur. le diabète, on fait une prise de sang, C'est ce qu'on nous dit. la glycémie, elle dépasse tel chiffre, hop, d'accord, le diabète est une définition. Et après, d'ailleurs, de traitement, il suffit de suivre la glycémie pour savoir si le traitement est efficace. Là, il n'y a absolument aucun marqueur, ni en prise de sang, ni en radiologie, hein, ce qui est souvent très, d'ailleurs, déstabilisant pour les patients. On va leur faire des examens, puis on leur dit, ah ben c'est normal. Bon, alors, normal, bon, voilà. Mais en fait, ce diagnostic repose sur un examen clinique, sur une expertise, sur... je reviens encore au film, on a vu qu'effectivement, le médecin examinait, hein, et qu'il avait son diagnostic en examinant. Alors, la difficulté, c'est que c'est une maladie qui est quand même considérée comme rare. Donc, autrement dit, j'allais dire un médecin qui n'est pas spécialiste n'y pense pas. Pour en faire le diagnostic, il faut quand même y penser. Il faut ensuite avoir un examen clinique qui va aller rechercher un certain nombre de choses pour argumenter. Mais effectivement, c'est... Alors, avant le diagnostic, il y a encore moins de marqueurs, puisqu'il n'y en a même pas après le diagnostic, donc il n'y a aucun marqueur de prévision. Néanmoins, on peut quand même considérer, malheureusement, que, comme tout organe d'ailleurs humain, enfin même de fonctionnement, c'est que pour que se traduise une mauvaise fonction de la glande thyroïde, il faut qu'il y ait plus de 60% de la glande qui ne fonctionne pas. Pour que se traduisent effectivement des signes de faiblesse musculaire, il faut déjà qu'il y ait plusieurs milliers de cellules nerveuses qui soient détruites. Donc, c'est pas hier que s'est produit quelque chose le jour où ça apparaît. Alors, je vous ai dit qu'effectivement, il y a des familles, donc il y a des formes dites familiales de SLA, mais qui représentent environ 5% de la population atteinte. Après, c'est encore une question compliquée parce que ça ne répond pas forcément à ce qu'on appelle la génétique mendélienne. Enfin, donc on voit les maladies dominantes, c'est-à-dire qui se transmettent de parents à enfants. Là, c'est plus qu'il y a plusieurs cas dans la famille, mais ça peut aller du grand-oncle c'est pas forcément dans une lignée directe. Donc en fait, on sait vraiment pas grand-chose. Rien. On sait, ça prévient pas. À la fois, on sait quand même beaucoup de choses, je vous dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mécanismes cellulaires qui sont reconnus comme atteints dans cette maladie, mais c'est une... alors, en fait, bon, il y a eu une première époque qui était de considérer cette maladie comme une maladie de la transmission de l'excitabilité. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été des avancées
qui ont été justement la découverte de chaînes, et donc de savoir que certains mécanismes ne fonctionnaient pas, qui permettent de définir et d'essayer d'avoir des pistes aussi. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui est impliqué sous la commande de ces gènes. Ensuite, actuellement, le gros travail qui est fait, c'est de se dire, est-ce que vraiment cette maladie, c'est une maladie? On a eu d'ailleurs une réunion, qui est la réunion des neurologues français à Marseille il y a une quinzaine de jours. Il y avait un débat justement sur est-ce que la SLA est une maladie ou ce qu'on appelle un syndrome, c'est-à-dire en fait l'expression de la maladie des neurones, en fait, de la souffrance des neurones, ou bien est-ce que c'est une maladie au sens que, comme quand on dit un diabète, je prends cet exemple, ça veut dire que le pancréas ne fonctionne pas. Mais là, on pense de plus en plus que c'est différentes maladies, avec des causes différentes. Et tout le travail actuellement, et c'est des travaux de longue haleine, consiste à essayer de définir des formes différentes, justement. Pourquoi est-ce qu'il y a des formes très rapides? Pourquoi est-ce qu'il y a des formes beaucoup plus lentes? Pourquoi est-ce qu'il y a des formes qui commencent au niveau de la main? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui commencent au niveau du pied? Et tout ça, c'est peut-être chaque fois des maladies différentes, en fait, et donc qui mériteraient des traitements différents. Et justement, en même temps, de chercher des biomarqueurs. Mais je vous dis que c'est très long, c'est que ça nécessite d'abord d'avoir des collections sur des très grandes populations pour pouvoir justement fractionner, analyser des centaines de facteurs et ensuite faire des corrélations entre ce patient, il avait telle présentation, il exprime tel facteur ou tel autre, et ensuite croiser pour effectivement. Et ça, c'est des études qui ont commencé il y a un an déjà pour avoir le recueil des données cliniques, le recueil des